Nice 2, nouvelle directive européenne sur la cybersécurité, entrée en vigueur à la fin de l'année dernière, mais elle attend encore sa transposition dans notre droit français. Qu'est-ce que ça change? Quel est son champ d'application? On en parle avec deux experts. Brice Gilbert, responsable de projet Confiance numérique à l'AFNOR Certification. Vous êtes en charge de la gestion des certifications, labellisation en lien avec la cybersécurité. On peut citer quoi? Secnum Cloud aussi? Secnum Cloud, donc on réalise des évaluations pour le compte de l'ANSSI. Le label Expert Cyber, la certification ISO 27001, et j'en passe. Et on en passe. Donc vous êtes un expert en méthode d'évaluation. Vous concevez des guides et des référentiels qui sont très utiles aux PME ou aux grandes entreprises. J'espère. Avec vous, pour parler de Nice 2, David Tortel, associé Risk Advisory chez Deloitte. Vous, avant de rejoindre Deloitte, vous étiez conseiller en charge des technologies du numérique et de l'exécution des réformes au sein du cabinet du ministère de l'Intérieur, également chargé de l'exécution des réformes. David Tortel, on sait que vous avez occupé plusieurs postes opérationnels au sein du ministère de la Défense aussi, au réseau interministériel de l'État en qualité de chef du pôle cybersécurité. Vous êtes également vous étiez également en responsabilité au sein de l'ANSSI, dont on a parlé, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et je précise qu'il est resté autour de la table avec nous Stéphane Brovadan, responsable avant-vente chez Bitdefender France, avec qui on a parlé de ces logiciels espions qui s'invitent malheureusement parfois dans les VPN. On va revenir donc à Nice 2 ensemble, tous les deux, si vous voulez bien. Comment vous qualifieriez déjà les pratiques actuelles en matière de cybersécurité dans les États membres en Europe? Comme tu veux. Allez, Brice. Alors, c'est varié. La transposition de la directive Nice 1 a été variée en fonction des États. Il y a plusieurs États qui l'ont inscrit des mesures de sécurité, par exemple, à appliquer par les entreprises directement dans leur loi et réglementation, dans leur loi nationale. Donc, ça a été le cas de la France, avec la sortie d'un arrêté qui spécifiait 23 critères à appliquer par les organismes. On a eu un petit peu de retard, je crois, quand même, dans la transposition. Peut-être. De Nice. C'est mieux que Nice rien. Okay. Certains n'ont pas totalement terminé le processus, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a très peu de pays, finalement, qui ont imposé des mesures dans leur droit national. Mais il y a d'autres pays qui se sont basés sur des normes existantes également pour imposer des mesures de sécurité aux entités essentielles. Et d'autres ont juste sorti des guides avec seulement des incitations. Et là, on s'aperçoit dans ce texte Nice 2 que cette résilience des États membres est tout à fait insatisfaisante aujourd'hui. Alors en fait, je pense qu'effectivement, Nice 2 s'inscrit dans la dynamique de cybersécurisation de l'espace européen. C'est-à-dire qu'avec Nice 1, on s'est rendu compte qu'on avait un marché qui était extrêmement fragmenté. On n'avait pas la même appréciation du risque cyber. On n'a pas transposé le texte de la même façon. Ce qui fait que, ne serait-ce qu'en termes de secteur, les États membres étaient responsables de l'affectation du critère d'opérateur de services essentiels. Pour certains États, les hôpitaux, l'ensemble des hôpitaux étaient des opérateurs de services essentiels. Pour d'autres, ils ne l'étaient pas. Tout ça a conduit à une fragmentation de l'implémentation de cette directive. Pareil sur les sanctions qui pouvaient être proposées en cas de non-respect de cette directive. On a eu d'énormes différences d'appréciation. En France, de mémoire, on doit être autour de 100 000 euros de sanctions maximum. Dans d'autres pays, aux Pays-Bas, on doit être autour de 5 millions. En Estonie, autour de 20 000 euros. Donc on voit que cette différence d'appréciation va nécessairement conduire à une fragmentation du marché. Et fort de ça, la Commission s'est dit il faut absolument qu'on arrive à harmoniser les règles pour créer les conditions d'un marché sur lequel on puisse faire évoluer le niveau de sécurité de manière à peu près homogène. On reste quand même sur une directive avec des transpositions, donc des interprétations. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver face au même écueil ? Alors, dans le texte tel qu'il a été défini, on va préciser de manière beaucoup plus précise l'ensemble des critères. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'identification des différents opérateurs de services essentiels. Ces opérateurs de services essentiels disparaissent dans Nice 2 au profit des entités essentielles et des entités importantes. Et là, la Commission définit de manière extrêmement précise à la fois les secteurs et à la fois des critères sur comment est-ce qu'on doit sélectionner ces entités essentielles et ces entités importantes. Alors, on va préciser peut-être ensemble, Brice, justement, quelles sont ces évolutions-là qui arrivent avec Nice 2, les grandes lignes. Donc avant, il y avait un travail d'analyse qui était fait pour savoir si un organisme qui était compris dans un secteur allait être considéré comme opérateur de services essentiels. Aujourd'hui, il va être intégré par défaut. Il y aura des critères qui seront liés au chiffre d'affaires annuel et au nombre de personnes qui travaillent dans le service.
Et donc ça déjà c'est une grosse évolution. Les fournisseurs de services numériques vont être pleinement intégrés à cette directive, alors qu'ils ne l'étaient pas forcément. Je pense aux éditeurs de logiciels, aux installateurs informatiques, aux infogéreurs et fournisseurs de services cloud, mais qui l'étaient déjà auparavant. Donc tous ces acteurs-là vont être concernés. Interviennent sur le territoire européen, qui ont des clients en Europe. Qui ont des clients en Europe, et donc ça comprend également les fournisseurs qui sont basés hors Europe. Ils vont devoir désigner un représentant dans l'Europe et se conformer aux obligations européennes. Et le pouvoir de sanction est augmenté? Comment ça va se passer là-dessus pour surveiller que tout est bien mis en place et respecté? Alors effectivement, les États membres vont avoir la responsabilité de pouvoir contrôler la bonne effectivité, si je peux dire, de ces règles. Et le pouvoir de sanction va augmenter de manière assez significative. On passe pour les entités essentielles à une sanction de 10 millions d'euros ou de 2% du chiffre d'affaires mondial consolidé au niveau du groupe. Ça dit, c'est 2 fois moins qu'avec le DMA et le DSA. On parle de 4% d'amende. Hein. Tout à fait, mais du coup on est quand même dans cette idée de convergence, et quand on regarde par rapport aux 100 000 euros de la directive, c'est sûr, c'est un vrai progrès. Ouais. On a un progrès qui est assez significatif et qui s'inspire d'ailleurs des autres réglementations, RGPD, DMA, DSA, sur lesquelles on commence à considérer qu'il faut prendre le chiffre d'affaires consolidé global au niveau du groupe. Et je me permets d'ajouter là-dessus également, en termes de responsabilité, les instances dirigeantes vont être responsables, vont être mis devant leurs responsabilités par rapport au niveau de sécurité de leur groupe. Et là, on parle de qui, des instances dirigeantes? C'est qui exactement alors? Les directeurs, le conseil d'administration. Donc il y aura, par exemple, les autorités compétentes, elles vont être habilitées à suspendre des instances dirigeantes si elles ne répondent pas, en cas d'incident de sécurité, si elles ne répondent pas à leurs obligations. Moi, je ne sais pas si on prend un exemple très concret. Si je prends une grande entreprise, je sais pas, je vais citer vraiment au hasard Capgemini par exemple, et qu'elle se retrouve prise à défaut sur ce sujet, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, avant il y a une responsabilité exactement, avant d'en arriver là, il y a des paliers. Hein. Ouais. En fait, il y a effectivement des sanctions administratives qui peuvent conduire à la fois à la responsabilité des personnes, hein, c'est les personnes physiques et morales, mais il y a aussi les personnes physiques qui peuvent être, en cas de négligence, confrontées à ces enjeux-là. Et derrière, les personnes morales peuvent perdre leur droit à un certain moment d'exercer si effectivement on a fait preuve d'une grande négligence. D'accord. Donc là, il faut imaginer un incident de sécurité avec un plan d'action qui n'est pas mis en œuvre. Ouais. Et ils sont parce que assurer une protection totale face aux cybermenaces, je me tourne vers Bitdefender, mais c'est un peu illusoire, quoi. Le 100% n'existe pas. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'avoir une sécurisation des données quand même. Effectivement, on essaye d'approcher au 100%. Il y a des sauvegardes, il y a des possibilités d'avoir des logiciels, des gens, des SOC qu'on appelle pour regarder tout ce qui peut se passer. Le but étant d'essayer d'approcher le plus possible du 100% pour être le plus protégé possible. Donc c'est pas une obligation de résultat là avec NIS 2, c'est une obligation de moyens en fait, hein, pour se protéger. Oui. C'est pour ça que l'accent a été mis sur la cyber-résilience et la gestion des cybercrises. Ouais. Parce qu'on sait très bien que même une entreprise qui est très bien protégée, elle n'est pas infaillible à 100%. Donc là, il y a toute une gouvernance, un système de fonctionnement autour des cybercrises qui a été mis en œuvre pour s'améliorer sur ce point-là. C'est d'ailleurs pour ça que des acteurs internationaux vont être concernés et mis dans la liste des entités essentielles, comme l'éditeur de VPN dont on parlait auparavant. Lui, il pourrait être concerné dans le futur par cette entité et il devra communiquer au plus vite en cas d'incident de sécurité pour que tous les acteurs européens prennent les dispositions nécessaires. Les discussions autour de ce NIS 2 ont été faciles, simples entre les États membres. J'imagine que la pandémie Covid-19 et le nombre de cyberattaques a dû permettre de trouver des consensus assez rapidement, mais est-ce que ça a été le cas? Bonne question. Alors, on voit l'influence du Covid-19 dans les évolutions de NIS 2, notamment pour mettre l'accent sur la résilience et le fait de pouvoir conserver un niveau de service acceptable en cas de crise majeure. Donc, les crises sont vraiment au centre de cette directive. La guerre en Ukraine, par exemple, est une crise significative. Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, pour parler des secteurs d'activité, ils ont été revus, ils ont été étendus
en prenant en compte les spécificités nationales qu'avaient mis en œuvre certains pays à la suite de Nice 1. Ce n'est pas une révolution. La plupart des secteurs qui ont été intégrés avaient déjà été intégrés dans certaines transpositions nationales. Donc il y a un vrai consensus. Alors, vous nous avez expliqué que jusqu'ici, on pêchait sur l'harmonisation en matière de protection et de moyens mis en œuvre pour nous protéger des cybermenaces en Europe. En quoi c'est important d'harmoniser ces moyens et ces règles ? Je pense que c'est important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est dans un marché commun. À partir du moment où on a une différence de réglementation entre les différents États membres, de fait, on ne va pas créer les conditions optimales pour ce marché commun. Par ailleurs, en termes d'innovation, la capacité à pouvoir avoir des règles qui sont harmonisées va permettre l'émergence d'acteurs industriels, de champions industriels européens, et qui sont la clé de notre souveraineté. Et du coup, l'harmonisation de ces règles nous donne un lexique commun, nous donne un cadre à l'intérieur duquel les entreprises auront toute liberté d'innover, de proposer, de créer, de construire. Je pense que globalement, l'idée de base de cette harmonisation vient vraiment à la fois de donner ce socle commun qui permet de ne pas avoir de différence de compétitivité entre les différentes entreprises, parce que la cybersécurité, ça a un coût. Et si aujourd'hui la cybersécurité me coûte moins cher en Espagne ou en Pologne versus en France, nécessairement, je vais avoir tendance à vouloir externaliser une partie de mes activités dans ces pays-là. Ça va nourrir l'écosystème de la cyber, en France notamment, mais pas seulement. Vous êtes plutôt content de Nice 2, j'imagine, du côté de Bitdefender. On est content de plein de choses, mais est-ce qu'on doit se réjouir du malheur des autres ? C'est une bonne question. Est-ce que en France, vous nous avez aussi expliqué qu'en France, on était plutôt les bons élèves, on va dire, en matière de cybersécurité en Europe. Avec Nice 2, on va quand même élever notre niveau de protection ? Ou finalement, c'est juste les autres qui vont nous rattraper ? Non, il est prévu, il y a beaucoup d'organismes français qui vont être nouvellement intégrés à cette directive, ils vont devoir se mettre en conformité, ils vont devoir se faire peut-être accompagner, se faire auditer tous les ans, mettre en place des nouvelles mesures de sécurité, donc forcément ça va bénéficier à la France. Il y a un niveau d'exigence aussi en France qui va s'imposer. Oui. Peut-être qu'on peut préciser ces opérateurs essentiels ? Oui. Alors en fait, je pense effectivement qu'on va changer d'échelle. C'est-à-dire que là, on était autour de quelques centaines d'entités concernées. Ouais. On va passer peut-être à 150 000 entités concernées. Enfin, on change d'ordre de grandeur. En termes de secteurs également, on a plus de secteurs qui sont considérés comme critiques ou hautement critiques, ce qui va mécaniquement augmenter le nombre de... 7 secteurs, c'est ça, je crois, j'avais repéré. 11 secteurs. 11 secteurs. Et on a à peu près... C'est énorme, en fait. Quel secteur n'y est pas, j'ai envie de dire alors je pense que tous les secteurs effectivement très critiques pour la continuité de la nation qui portent un enjeu vraiment très fort sont intégrés. On a certains secteurs qui en sont écartés, par exemple la défense est écartée parce que ne relèveront pas du champ de l'Union. Oui. La justice également, les instances judiciaires pour bien séparer, pour bien préserver la séparation des pouvoirs sont également écartées. Sur le nombre d'opérateurs qui vont être concernés par Nice 2, est-ce que, parce que là, les chiffres sont quand même assez impressionnants, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin, en revanche ? Alors, les opérateurs de services essentiels qui étaient déjà concernés par Nice 1 seront concernés par Nice 2. Pour les autres, on ne sait pas encore quelles mesures vont s'imposer à eux. On ne sait pas s'ils vont devoir... parce qu'actuellement, les opérateurs de services essentiels doivent mettre en place des mesures de sécurité, faire homologuer leur système d'information, être audités tous les ans sur certaines portées. Là, on ne sait pas si ça va être étendu aux entités essentielles et entités importantes dans le futur. On attend les transpositions. Peut-être qu'il y aura certainement des contrôles qui vont être mis en œuvre, soit par des cabinets de conseil. Peut-être que les organismes de certification vont également être mis à contribution, comme avec la certification des hébergeurs de données de santé. Donc vous allez travailler ensemble, là, si je résume, certification et société de conseil. Ça peut être, les contrôles peuvent être réalisés de différentes manières. Il y a des complémentarités, il y a des avantages à chacune des modalités de contrôle. Et je ne sais plus quelle était la question. Non, je disais que c'est pas un petit peu trop, parce que je ne sais pas si on prend l'exemple des collectivités locales, par exemple, aujourd'hui, elles partent d'assez loin quand même en matière de cyberprotection.
Les collectivités, les hôpitaux aussi. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une recrudescence. Le plan blanc pour l'hôpital qui rattrape un peu. Mais on voit bien qu'on a une recrudescence des attaques sur ce type d'établissement. L'idée de la directive va aussi permettre de donner un cadre, un référentiel, une norme qui va nous permettre à la fois de dégager les moyens et à la fois d'avoir cet accompagnement qui permettrait structurellement d'augmenter le niveau de sécurité. C'est combien ça va coûter ? Alors, dégager les moyens, il faut les trouver. On parle de 22% d'augmentation des budgets cyber. Waouh. Pour qui ? Pour toutes les entités, quelle que soit leur taille ? Qui sont concernées par Nice. Alors il y a certainement des plans de financement. Pour les administrations, par exemple, il y a déjà eu des plans de financement dans le cadre du plan France Relance, où ils ont pu être accompagnés sur leur montée en maturité cyber. Donc certaines administrations ont déjà monté en compétences. Et ça va se faire sur combien de temps ? Parce que là, on a donc cette directive qui a été adoptée fin 2022. Oui. La transposition, elle est pour quand ? On a 21 mois pour transposer, donc ça nous emmène fin 24. Ouais. Et une fois la transposition faite, tout le monde ne sera pas encore à niveau. Il y a le temps de... Non, après, là, mettre en œuvre aussi. Je pense que tout le monde, là, maintenant, a une bonne visibilité, grâce à votre émission en particulier, sur Nice 2 et sur le fait qu'effectivement, c'est une machine qu'il faut enclencher. Après, Nice 2, c'est aussi la continuité de ce qui s'est passé avec Nice 1. Ouais. Et l'ANSSI, l'autorité nationale en France, est très aidante sur ce sujet. Elle fait à la fois beaucoup de pédagogie, elle accompagne beaucoup les entreprises, et elle est vraiment dans une dynamique d'accompagnement, de services, etc. Et je pense qu'on a tout un écosystème qui est en train de se structurer, de se construire pour accompagner, que ce soit les grands groupes ou les ETI qui sont concernés par Nice 2, à se mettre en conformité. Je disais, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème, mais ça va peut-être aussi générer des consolidations. On va avoir des acteurs peut-être qui vont se regrouper, des acteurs plus importants pour adresser tous ces sujets. Non, je ne sais pas, chez Deloitte, comment vous voyez les choses arriver sur le marché de la cyber en France ? Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits acteurs quand même. Effectivement. C'est assez dispersé. Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un marché qui n'est pas encore consolidé, qui se cherche avec aussi une force d'innovation qui est assez incroyable. Et l'idée, je pense, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'harmonisation de ces règles au niveau européen, va donner un cadre stable, plutôt pérenne, qui va permettre aux différents acteurs de se projeter et donc forcément aux différents acteurs de se rapprocher, de se consolider, et on va avoir un marché qui pourrait être de moins en moins fragmenté. Et je crois bien que ce sont les conditions qui permettront de faire émerger ces champions industriels dont on parlait tout à l'heure et qui sont vraiment les clés de notre souveraineté. Peut-être la naissance de champions européens. Tout à fait. En tout cas, on peut l'espérer. Je voulais vous interroger sur la question aussi de la souveraineté des données. Que dit le texte à ce sujet ? Concernant la souveraineté, donc il y a des éléments de la directive qui vont dans le sens de la souveraineté. Je pense au fait déjà d'inclure les fournisseurs qui sont situés hors de la zone UE pour les obliger à se conformer à nos obligations en termes de notification d'incidents, en termes de mise en place de mesures de sécurité. Je ne sais pas comment vont être organisés les contrôles pour ces acteurs-là, mais en tout cas, il y a des obligations qui s'adressent à eux. Le fait de mettre en avant, de préconiser, de mettre en avant des certifications et des normes européennes pour les entités essentielles, pour avoir des gages de confiance. On parle beaucoup de cloud souverain, de cloud de confiance. On a déjà développé des schémas qui mettent en avant la souveraineté en obligeant les hébergeurs à localiser le capital social, le pouvoir décisionnel, le siège social en Europe. En tout cas, favoriser une certaine localité en Europe. Je pense que ça va dans le sens de la souveraineté. Ça va dans le même sens ? Nice 2 et toutes ces discussions autour du cloud souverain ? Alors, du cloud souverain, globalement, en fait, le texte de Nice 2 prévoit que les États membres pourront, le cas échéant, demander un certain nombre de schémas de certification. Vous savez que sur le cloud, typiquement, il y a des schémas de certification qui sont en cours de discussion au niveau européen. En France, on a un schéma de certification qui est le SecNum Cloud, qui insiste, effectivement, qui permet et qui donne les gages de garantie du fait que le capital effectivement soit détenu en très grande majorité par des Européens, que les données soient effectivement sur le sol de l'Union, etc. Au niveau européen, on est en train de discuter de est-ce qu'il faut inclure ou pas ces éléments-là dans la directive, sachant qu'il y a C'est-à-dire qu'un SecNum Cloud européen pourrait émerger dans l'application du Nice 2 ? Tout à fait. Il y a une bataille politique aujourd'hui sur ces sujets-là, avec différentes positions en fonction des États membres sur la nécessité ou pas d'avoir ces gages, si je peux dire, de préservation contre les lois extra-communautaires. Des travaux ont déjà été engagés. Parce que l'AFNOR, vous n'êtes pas qu'en France.
hein. Non, on est dans le monde Un petit entier. peu partout dans le monde. Comment ça se passe avec vos homologues européens sur cette question de la souveraineté des données? Sur les questions Vous de la sentez l'alignement possible? Alors déjà, des discussions ont commencé pour créer une certification européenne pour les hébergeurs de données, pour les fournisseurs de services cloud, qui prend en compte le meilleur de Secnum Cloud avec le meilleur d'un référentiel allemand et le meilleur d'un référentiel hollandais, je crois. On essaie de trouver un consensus pour avoir le plus haut niveau de sécurité décrit dans un référentiel et tout en facilitant, tout en ayant une mise en œuvre facile. Est-ce qu'on va converger totalement? C'est en cours, hein, je ne peux pas vous dire. Mais je crois qu'il y a eu suffisamment d'affaires, de scandales autour des fuites de données et autour, par exemple, de l'adaptation du RGPD pour qu'on arrive à un consensus. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Stéphane Brouvadan d'être resté avec nous. Brice Gilbert, AFNOR Certification, David Tortel, Deloitte. Je vous propose une petite pause et juste après, on fera le portrait, on dressera le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech.